à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver en cette fin de session pour présenter le Best-of 2021 du CES. Bonjour Claire. Bonjour Perle. Tu as déjà d'ailleurs présenté une partie des tendancières avec Emmanuel. Tout à fait, nous avons vu du coup les tendances santé et mobilité. Et aujourd'hui, effectivement, on va se concentrer sur des enjeux un petit peu plus B2C autour de l'entertainment et du retail. Alors cette année, le CES est une édition un petit peu particulière, moins riche, il faut quand même l'avouer, que les années précédentes, avec un petit peu moins d'annonces et un petit peu moins d'innovation. Donc ce qu'on a fait quand même pour vous proposer quelque chose de qualitatif, de constructif pour vous et puis pour vous aider à construire votre veille sur l'année 2021, c'est qu'on a repris un petit peu tout ce qu'on a pu voir ces derniers mois sur ces sujets-là, des tendances, des chiffres, de la contextualisation, bien sûr quelques startups, on a quand même intégré des choses du CES. On a essayé de vous proposer en tout cas une vision plus large et plus constructive pour vous et pour vos équipes, puisque vous pourrez récupérer les différentes présentations. Alors, première thématique, Home and Entertainment. Alors, c'est vrai qu'effectivement, ces derniers mois, on a une explosion du temps passé consacré donc aux médias numériques, à la fois en termes de temps passé, d'ailleurs notamment sur le mobile et la tablette versus l'ordinateur, et puis effectivement aussi une augmentation de l'engagement, et notamment de l'engagement sur les réseaux sociaux. Le divertissement, bien sûr, est extrêmement présent dans cette consommation des médias et notamment des médias numériques, avec des interactions donc, qui explosent notamment sur des posts sponsorisés pour le bonheur des marques et pour le bonheur des plateformes. Et puis aussi une tendance de fond qu'on avait déjà vue sur l'explosion du jeu en ligne, que ce soit le gaming ou que ce soit le e-sport, et on en parlera tout à l'heure plus particulièrement. Alors, premier sujet, vidéo streaming, qui effectivement explose considérablement, notamment avec le confinement, que ce soit sur la vidéo, sur l'audio, ou effectivement sur le gaming, avec 390 milliards de dollars d'ici à 2024, donc c'est quand même une belle projection, un beau marché, un beau business, dans lequel effectivement les marques doivent aussi trouver leur place et doivent pouvoir s'inscrire. Alors il faut savoir que c'est moins coûteux, le streaming gagne du terrain par rapport à la télévision, puisqu'effectivement par heure regardée, Netflix coûte aux consommateurs près de 75% de moins que le câble. Donc ce sont des données qui sont importantes en termes d'investissement, en termes de consommation. Et effectivement, on voit tout ce qui est streaming à la demande, par abonnement notamment, et on le verra tout à l'heure, qui augmente fortement. Donc l'émergence de ces nouvelles plateformes. Alors Twitch sur la partie justement gaming, Disney+ qui vient doucement concurrencer Netflix, mais en tout cas on voit vraiment une diversification de ces plateformes en ligne de consommation de vidéos. Et effectivement on voit Netflix qui est la plus grande chaîne de télévision britannique sur les 18-34 ans, juste après YouTube. La vidéo, donc on l'a vu, partie intégrante effectivement du quotidien et sur l'ensemble des supports. Et en fait, ce format streaming, ce format vidéo, il est aussi associé très proche à un modèle économique qui est celui de l'abonnement. Et c'est un modèle sur lequel on a beaucoup étudié au Hub et dont on parle depuis plusieurs années maintenant. On avait d'ailleurs un report sur le sujet. Et effectivement, on voit les Netflix, les YouTube, les Amazon qui sont à la fois producteurs de contenu et en même temps distributeurs. Ils distribuent d'ailleurs à la fois leur propre contenu, mais aussi celui des autres plateformes ou de leurs partenaires et des producteurs aussi traditionnels. Alors là, effectivement, on a vu Zuora, qui est le leader incontesté depuis plusieurs années sur le modèle économique justement par abonnement, et qui propose un logiciel cloud, donc disponible aussi lui-même par abonnement, et qui permet finalement à toutes les entreprises de n'importe quel secteur de pouvoir créer, lancer et gérer son entreprise par abonnement. Et je pense d'ailleurs à un partenaire du Hub qui est Adobe, avec qui on travaille depuis plusieurs années, et qui a lui aussi changé son modèle économique, qui est passé justement de l'achat de licence à un modèle plus vertueux qui est celui de l'abonnement. Alors pour venir effectivement aux sujets plus tech et qui sont au cœur du CES et des innovations du CES depuis plusieurs années,
les écrans, avec effectivement les écrans de télévision. Il y a toujours une guerre entre Samsung, LG, qui a le stand le plus immersif. Alors cette année, effectivement plus délicat. Et donc on va avoir les sujets autour du 8K, mini LED, micro LED, pour avoir des écrans qui sont toujours plus performants, toujours plus immersifs, avec de l'intelligence artificielle embarquée, qui vont permettre de convertir finalement les fichiers en temps réel qui sont pas optimales. Donc on passe encore une étape sur ces écrans qui petit à petit effectivement vont arriver dans le grand public. Et là, on a un témoignage. Donc, avec la pandémie, les écrans sont devenus le nouveau centre névralgique pour se connecter aux autres, qu'il s'agisse de la lecture en ligne, du télétravail, effectivement, du soin à domicile. Et on en a vu quelques extraits hier, quelques startups justement qui se positionnent sur ces sujets-là. L'écran devient le point de connexion indispensable. Donc, il y a vraiment un enjeu à avoir une qualité d'écran, une qualité d'expérience qui soit optimale. Je crois qu'on a une petite vidéo qui devrait se lancer ou pas. Allez, next. Deuxième tendance, le live online streaming qui remplace effectivement les événements. Alors c'est vrai que tout le monde est un petit peu, d'ailleurs le milieu, le secteur événementiel est un peu chahuté et on le voit aujourd'hui justement avec le CES qui propose une expérience full online. Et donc on a une émergence de ces outils qui vont permettre quand même de vivre en fait des moments importants à distance, qui vont optimiser l'UX, qui vont associer justement à ça des plugins pour vraiment enrichir l'expérience, enrichir l'engagement, faire un comme si c'était en vrai, comme si on y était. Là, effectivement, on a le cas, ça peut être la remise de diplôme, ça peut être, alors on a des mariages qui se font à distance. Effectivement, le sujet de la continuité de l'expérience est clé. Et quand on a une expérience qui est uniquement en ligne, pouvoir proposer une expérience qui soit complète. Alors bien sûr, les jeux vidéo se positionnent en tant que plateforme événementielle, et ça a été le gros sujet, le gros positionnement de ces acteurs qui sortent finalement de l'expérience pure gaming et qui s'adressent uniquement à une cible très particulière de joueurs et qui vont organiser des concerts. Donc on a le concert de Travis Scott sur Fortnite qui a rassemblé plus de 27 millions de fans. Donc c'est quand même pas négligeable et qui a vraiment proposé une expérience extrêmement immersive, très graphique, finalement, qui a permis d'aller chercher une audience beaucoup plus large et puis finalement de démocratiser un petit peu ces plateformes de gaming. Des solutions aussi pour permettre aux fans d'assister à des événements virtuels en direct. Et là, effectivement, le sujet, c'est comment est-ce qu'on recrée finalement cette énergie, cette ambiance, comment est-ce qu'on donne aussi de la visibilité à ces participants qui sont pas là physiquement, mais pour autant qui sont tous derrière leur écran. Et donc là, on le voit très bien avec l'exemple de la NBA. Donc l'expérience doit aussi être à la fois l'expérience de l'événement, mais aussi valoriser l'expérience du participant. Autre sujet effectivement qui est lié au live stream, donc le social commerce, qui connaît un taux de croissance de 27%, qui a vraiment explosé et qui, à terme, si on continue effectivement sur cette tendance-là, va dépasser le commerce mobile et le e-commerce de manière générale. Effectivement, avec une forte accélération liée à ces derniers mois et justement au Covid, 95% de croissance du e-commerce pendant le confinement au UK, sur le social commerce, sur les problématiques de social commerce, 16% des consommateurs qui ont acheté directement sur les réseaux sociaux et 30% des millennials qui ont acheté un produit vu en premier sur les réseaux sociaux. Alors du e-commerce au discovery commerce, effectivement le e-commerce où on va chercher quelque chose qui nous intéresse, au discovery commerce où finalement c'est le produit qui vient un petit peu nous trouver, un peu à la croisée justement des chemins. Et toutes ces plateformes de réseaux sociaux, elles ont bien compris l'intérêt et elles se positionnent sur ce levier du e-commerce, du commerce, en associant effectivement une audience, de l'information, de l'engagement, avec une notion très forte autour de l'authenticité. Donc Instagram avec Checkout, Facebook Shops, Snapchat bien sûr, et puis Pinterest avec l'onglet Shop, qui effectivement accompagne les marques et qui accompagne les entreprises dans leurs relations et dans leur interaction avec leurs consommateurs.
Effectivement, alors ça c'est une autre tendance qu'on a identifiée, c'est l'achat finalement commun en ligne sur le e-commerce. Et donc là, on voit des plateformes qui permettent finalement d'acheter ensemble avec sa communauté pour vraiment avoir une expérience complète c'est pas parce qu'on est derrière un écran qu'on doit en fait sortir de l'expérience sociale de ce que peut proposer l'achat. Troisième tendance, le live stream shopping. Donc effectivement, sujet très important et on a d'ailleurs sorti un rapport sur ce sujet-là. Alors le live stream shopping, c'est un peu le télé-shopping hype, effectivement 2.0. Qui va devenir de plus en plus mainstream et on a eu d'ailleurs le témoignage des Galeries Lafayette il y a effectivement quelques semaines de ça qui a mis en place le live stream shopping pendant le confinement puisqu'ils ne pouvaient pas accueillir dans les magasins, qui a extrêmement bien marché. Ils en ont retiré de très bons key learnings et qui vont effectivement développer et mettre en place de manière pérenne. Donc effectivement une population qui est de plus en plus connectée, un usage généralisé du mobile, on a vu qui effectivement est leader sur le device utilisé. Une explosion des réseaux sociaux et puis effectivement le succès du format vidéo et notamment du format vidéo live qui permet vraiment une explosion du live stream shopping. 90% des consommateurs affirment que la vidéo a une influence réelle sur leurs décisions. Alors ces chiffres sont d'une étude de YouTube. 30% des résultats de recherche Google sont des vidéos. Et 90% des résultats de recherche renvoient aujourd'hui sur YouTube plutôt qu'au site justement des marques. Donc ça c'est un vrai sujet, ça veut dire qu'effectivement il y a une importance forte à investir sur le format vidéo. C'est aussi un usage qui est effectivement très courant en Chine. Alors aujourd'hui on le met à peine en place en France et en Europe, alors que c'est déjà un usage vraiment répandu depuis plusieurs années en Chine, avec sur l'ensemble des plateformes, que ce soit JD, que ce soit sur justement Alibaba. Et Amazon l'a mis en place début 2019 avec Amazon Live pour permettre effectivement le live stream et adresser directement les consommateurs. On a le cas là de L'Oréal qui effectivement exporte le luxe français avec 24 heures de festival virtuel de beauté et qui effectivement a multiplié par 4 ses ventes lors de ce festival. Donc on voit aussi que même les marques de luxe prennent ces codes qui pour autant paraissaient être assez loin des codes qu'ils pouvaient avoir jusqu'à présent, mais effectivement investissent assez massivement. Bien sûr, la référence sur le sujet, c'est Alibaba avec le Single Day. 38 milliards de dollars de CA en 24 heures. Je pense que ça fait rêver plus d'une marque et plus d'un site e-commerce. Donc vraiment, si vous n'avez jamais eu l'occasion de suivre, regardez parce que c'est assez massif. Alors, la montée effectivement en puissance du shop streaming et du social commerce avec 3 étapes clés justement pour pouvoir fonctionner. Bien sûr, l'interface de gestion pour pouvoir donc gérer l'audience, les sessions, la modération, l'engagement. Le player vidéo, donc sur site ou sur l'application et bien entendu intégré directement sur les réseaux sociaux. Et l'appli pour capter, enregistrer effectivement la vidéo avec une régie ou non. Et on voit effectivement que de plus en plus, on peut faire de belles choses avec un équipement. Finalement, on n'a pas besoin d'être une grande boîte de production pour pouvoir faire des choses intéressantes. Bien sûr, c'est aussi faciliter la découverte et inspirer. Et là, les marques, notamment de mode, prennent vraiment le pas sur Instagram, sur Amazon Prime ou sur YouTube. Et c'est vrai que Etam a été l'un des premiers à digitaliser son défilé. Et d'ailleurs, on est très heureux au Web Institute de travailler avec le partenaire qui a justement mis en place cette digitalisation du défilé d'Etam. Donc merci Arnaud pour en tout cas ton accompagnement. Et c'est aujourd'hui avec Arnaud qu'on travaille sur la diffusion du CES. Bien sûr, les bars et caves à vin qui proposent des expériences virtuelles. Donc tout le monde, je pense, a participé à un wine tasting en ligne pendant le confinement et même encore d'ailleurs maintenant, puisque de toute façon tout est fermé, donc on finit par s'y habituer. Et puis, alors le live stream shopping, c'est aussi, ce n'est pas que de la vidéo, même si c'est majoritairement ça. C'est aussi, bien sûr, du chat, du support client et du e-commerce. Enfin, sur le e-commerce, que ce soit avec les SMS ou par exemple avec WhatsApp.
Vous pourrez donc retrouver le rapport Le futur du e-commerce, donc la première partie qui est vraiment consacrée justement à ces sujets de live stream shopping et de social commerce. Et Claire, je te laisse la main. Merci Perle pour tous ces insights du coup, sur ces quelques tendances du entertainment. Et donc on va continuer en voyant maintenant comment la technologie arrive de plus en plus dans les maisons, avec notamment l'IoT. Et donc effectivement, l'IoT en 2020, ça a été une année avec beaucoup de développement, notamment avec l'arrivée de la 5G et l'apparition d'un nouveau mot valise qui associe du coup l'intelligence artificielle et l'Internet des objets. Donc on parle maintenant de AIoT. Donc voilà, ça permet vraiment de bien lier ces sujets et de montrer qu'il y a des objets qui sont non seulement connectés, mais également intelligents. Et la moyenne en 2020, c'est d'avoir 6 ou plus objets connectés par personne. Donc c'est quand même une bonne moyenne, en sachant qu'il y a 5 ans, c'était un peu moins de 4 objets connectés par personne. Alors, avec la technologie qui arrive de plus en plus dans nos quotidiens, c'est quand même important de se poser la question de la plus-value par rapport notamment à l'expérience du consommateur. Donc c'est toujours important de se poser la question de est-ce que la technologie qu'on cherche à implémenter va rendre le parcours du consommateur plus intéressant, plus simple, plus sympa. Et ensuite, si on arrive à répondre oui à cette question, de continuer à implémenter ces technologies. Et donc du coup, au CES 2021, on a pu détecter quelques annonces, quelques innovations qui s'inscrivent dans cette tendance de la smart home, notamment avec le frigo connecté de Samsung, qui permet de voir en fait quels ingrédients vous avez dans votre réfrigérateur et à partir de ces ingrédients, de vous proposer des recettes. Hop là. Et également, on a eu du coup les annonces de Kohler, qui nous a présenté sa salle de bain version luxe connectée. Donc on a vraiment des innovations assez impressionnantes, que ce soit au niveau du bain, donc avec réellement un spa qui s'installe dans votre salle de bain, avec toute une expérience qui arrive même au niveau sonore et de la brume, donc vraiment une expérience de spa dans votre salle de bain. Et également du coup sur les toilettes avec des sièges chauffants, une ouverture, une fermeture automatique, et une fonctionnalité de bidet donc personnel. Donc vraiment la technologie arrive vraiment sur nos toilettes pour une meilleure expérience. Et également des produits qui sont à visée durable pour permettre de bien surveiller les flux d'eau et d'éviter les fuites. Donc avec le moniteur Phyn qui a été lancé par Kohler. Et en domotique, du coup, une des startups les plus visibles qu'on a pu voir, donc là au CES 2021, c'était Adurosmart, donc qui est spécialisé dans la domotique avec des solutions pour régler les lumières, la surveillance, le chauffage et également votre machine à café. Donc il est possible maintenant depuis votre lit de programmer votre café pour dès que vous sortez du lit l'avoir déjà tout chaud. Donc c'est quand même pas mal. Et l'intérêt en plus des produits Adurosmart, c'est qu'ils sont compatibles avec plusieurs technologies, donc Alexa, Google Home et également Zigbee et IFT. Et donc voilà, ça permet vraiment d'avoir l'ensemble de la maison à la portée de son smartphone et par commande vocale. Et on a vu une petite start-up qui nous a un petit peu fait sourire du coup au Web Institute, donc on a décidé de vous la présenter. C'est ColdSnap, qui permet en fait en insérant des capsules dans une machine d'avoir une glace directement toute fraîche. Donc voilà, un peu comme le même principe que la machine à café, mais c'est donc la machine à glace. Une deuxième tendance dans le milieu de l'entertainment, c'est également du coup la musique, la voice, le podcast, donc qui sont maintenant passés en mode supersonique. Effectivement, l'écoute en streaming à la demande a vraiment pris le pas sur la radio, avec une part de contenu écouté sur des appareils numériques de plus de 50% depuis la pandémie Covid-19 et un téléchargement de podcasts qui a vraiment augmenté de plus de la moitié par rapport à l'augmentation de l'année dernière. Donc c'est vraiment une vraie tendance et la demande de streaming audio a également augmenté de 16%. Et donc du coup, pour continuer sur cette tendance, les technologies se sont adaptées et ont proposé plus d'innovations, donc notamment les AirPods qui sont quand même assez connus maintenant et qui ont 70% du marché des écouteurs sans fil. Donc c'est Apple qui est vraiment bien présent sur cette technologie. Et également les smart speakers, donc les haut-parleurs intelligents, qui sont vraiment en pleine croissance et avec plus de 100 millions d'unités qui devraient être vendues en 2021. Qui ont fait d'ailleurs pendant au moins 2-3 bonnes années vraiment l'actualité du CES, pareil avec une guerre de visibilité assez forte entre les grands acteurs justement de ces plateformes. Ouais, tout à fait.
Et alors l'industrie musicale qui a un petit peu souffert du coup ces dernières années avec la digitalisation des contenus, ils ont eu un peu de mal à retrouver leur place, ils ont vraiment vécu une baisse de revenus. Et là, depuis quelques temps, ils ont réussi à retrouver un marché avec le streaming musical. Et donc c'est vraiment un marché qui pourrait être porteur pour eux, avec 18 milliards de dollars qu'ils pourraient obtenir en 2024. Donc un vrai marché qui se développe et du coup une tendance qui devrait perdurer. Les podcasts, en 2020, ça a été un des grands sujets aussi du confinement. De plus en plus de personnes se sont mis à écouter des podcasts. Donc, aux États-Unis, on a plus d'un tiers des adultes qui ont écouté un podcast pendant l'année 2020. Et c'est 3 fois plus qu'il y a 10 ans, en 2010. Et on remarque que la plupart des auditeurs utilisent en fait un smartphone ou une tablette pour suivre des podcasts. Et Spotify est notamment un grand acteur des podcasts, en développant son offre, notamment avec des partenariats avec des influenceurs. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller toucher des nouvelles communautés. Donc les influenceurs ont leur propre communauté et en leur confiant la création de contenu sur la plateforme Spotify, espérer toucher une nouvelle communauté qui adopterait la plateforme. L'intelligence vocale ensuite s'installe réellement à la maison, donc avec notamment des haut-parleurs intelligents. Donc on en a déjà parlé, mais également des haut-parleurs qui sont pour les enfants, avec des fonctions, par exemple, pour raconter des histoires, donc avec bien sûr un point d'attention sur la sécurité. Et ensuite, on a également des imprimantes connectées qui vont être capables de discuter avec vous pour vraiment bien vous tenir au courant du niveau d'encre et de tout ce qui se passe au niveau de l'imprimante. Et on a aussi des jeux de société vocaux qui vont être capables donc d'avoir une interaction avec le plateau de jeu au niveau vocal. Et justement, en parlant du coup des jeux, on a également les jeux vidéo et la VR qui est vraiment une grande tendance aussi de ce moment. Donc on a vu tout à l'heure le baby-foot connecté et on va voir que le jeu vidéo continue vraiment à se développer, notamment avec le confinement. Et donc le gaming a concerné une grande part de la population. Donc aujourd'hui, on a plus de 40% de la population mondiale qui joue. Donc que ce soit sur le portable, sur les écrans ou en console. Et le gaming, du coup, a bien progressé pendant la pandémie. Donc, les plateformes qui en ont le plus profité, donc on a Fortnite qui a atteint 350 millions de joueurs pendant le confinement, alors qu'en 2019, il n'en comptait que, si on peut dire, 250 millions. Donc, une belle progression pendant le confinement. On a aussi Twitch qui est vraiment le roi de l'e-sport et qui continue à bien se développer avec une belle performance de téléchargement, 180% sur l'année 2020 de plus. Donc c'est vraiment très bien. Et la sensation du début du confinement, on s'en rappelle, c'était Animal Crossing New Horizons qui a vraiment très très bien débuté avec en 4 mois 22,4 millions d'unités écoulées. Donc c'était presque le record battu, donc qui est toujours détenu par Mario Kart de luxe. Et les jeux vidéo, effectivement, en fait, ont constitué un petit peu un échappatoire face à la situation mondiale. En proposant en fait des plateformes pour se retrouver socialement, pour reprendre des activités ensemble et se distraire. Et avec du coup quelques plateformes qu'on a repérées, donc Minecraft qui continue à toujours bien performer, et Second Life qui existe toujours. Ça fait 17 ans, mais ils sont toujours là, toujours actifs, et ils continuent toujours à générer des revenus. Donc c'est assez impressionnant quand même la durée de vie de cette plateforme. Et Roblox qui est pour le coup bien avisé du coup des 9 à 12 ans, donc un public un peu plus jeune. Et on a le monde de la culture qui du coup a dû fermer ses portes pendant le confinement et qui a décidé de s'implémenter, disons, en ligne dans le gaming pour trouver un public qu'il ne pouvait plus avoir physiquement. Donc le Met Museum a exposé ses œuvres sur Animal Crossing. Donc ça nous a permis de découvrir quand même des œuvres d'art en virtuel au travers du jeu. Et le Centre Pompidou, donc en France, a profité de la période pour lancer son jeu vidéo. Donc un jeu vidéo qui permet d'explorer le musée et de découvrir l'art contemporain. Alors la grande tendance du gaming en 2020 et en 2021, c'est surtout l'émergence du cloud gaming. Donc les jeux vidéo sont maintenant hébergés sur des serveurs du cloud. Et cela permet d'avoir une interaction plus rapide, des jeux vidéo qui se chargent beaucoup plus rapidement et c'est beaucoup plus dynamique.
L'e-sport, donc voilà, on en a parlé au travers de Twitch rapidement. L'e-sport a rapidement remplacé le sport à la télévision avec du coup les jeux vidéo qui peuvent se filmer, se partager, et c'est un vrai marché qui émerge. Et notamment, voilà, il y a le Tour de France qui est devenu virtuel, donc avec des équipes et des coureurs qui ont pu courir sur les Champs-Élysées virtuellement. Les meilleurs titres des jeux vidéo qui ont performé cette année, donc on a sur les jeux vidéo PC, console, on a Call of Duty, FIFA, voilà, on les connaît bien. Dans les jeux mobiles, on a toujours Candy Crush qui est toujours réellement bien là. Et pour les plus jeunes, voilà, on en a parlé, il y a Roblox, il y a aussi Animal Crossing, Minecraft, donc des jeux où les personnes peuvent un petit peu exprimer leur créativité en créant leur monde et en les partageant avec leurs amis et leur famille. Les consoles de jeux continuent du coup à bien progresser, à bien s'implémenter dans tous les foyers au travers du monde. Par exemple, voilà, la PlayStation 5 qui, à peine sortie, est déjà en rupture de stock. Donc ça montre bien qu'il y a un vrai marché derrière qui attend avec impatience les innovations pour avoir la toute dernière console. Et la réalité virtuelle, voilà, toujours un marché en pleine expansion avec en fait surtout un public de gamers qui cherchent à avoir les casques de réalité virtuelle pour améliorer leur expérience de jeu et avoir des jeux de plus en plus immersifs. Mais par contre, il faut savoir que la plupart des joueurs donc, qui ont quand même le casque de réalité virtuelle l'utilisent également pour d'autres activités, comme par exemple le shopping, les activités thérapeutiques, le tourisme même, puisque maintenant le tourisme, on est un peu obligé de le faire en ligne. Donc on le fait de manière virtuelle et également une grosse utilisation aussi de la réalité virtuelle au travail pour faire des formations, notamment dans les usines. Et on a vu du coup au CES cette start-up, donc Aptix, qui propose des gants en exosquelette pour proposer voilà, cette expérience VR de plus en plus réaliste, donc avec des capteurs qui permettent vraiment de manipuler, de toucher les objets et d'avoir vraiment la sensation de l'avoir dans la main. Et vous pouvez retrouver donc, notre analyse de la tendance du gaming dans le rapport qui est sorti au mois de novembre, donc le futur des médias sociaux. Et donc, une autre tendance dans l'entertainment, c'est la démocratisation de la production des contenus. Donc, on a plus de 90% de la population qui a un téléphone portable, et même 4 milliards qui ont un smartphone. Et ça fait de nous presque tous des créateurs de contenu. Chacun se filme, prend des selfies, interagit. Et donc, du coup, on a vraiment une émergence de la creator economy avec des plateformes comme TikTok, Substack, Medium, Anchor et Teachable qui permettent à tous les créateurs de contenu de monétiser leur contenu et de se faire connaître et de créer une communauté. Et notamment, on a TikTok, voilà, qui continue à bien cartonner cette année et qui se positionne comme vraiment le divertissement démocratisé. Donc, on a suivi une conférence avec Addison Rae, qui est la top influenceuse de TikTok et qui explique que la différence de TikTok avec les autres plateformes, c'est que c'est beaucoup plus organique, beaucoup plus détendu et ça permet vraiment de montrer qui on est sans pression. Et on a Patreon, du coup, qui est un modèle de financement pour les artistes qui leur permet en fait de monétiser leur contenu. Et on a aussi OnlyFans qui propose à peu près la même chose. Donc, c'est des abonnements à nouveau où les fans peuvent s'abonner à la personnalité qu'ils aiment, enfin qu'ils veulent suivre. Donc, que ce soit un artiste, un YouTuber, un influenceur, pour voir du contenu exclusif. Les marques ont bien compris également que ce modèle de creator economy pouvait être mis en avant et du coup propose aussi des événements, des campagnes pour mettre en avant ces personnalités. Donc on a beaucoup de marques qui collaborent avec des influenceurs. Donc on a créé ce référentiel des collaborations possibles avec les influenceurs. Voilà, ça répertorie un petit peu les différentes choses qui peuvent se faire par les marques. Et en Chine, les influenceurs, c'est très important. Alors là-bas, ça s'appelle les Key Opinion Leaders, les KOL. Et c'est vraiment les rois du e-commerce. Et comme le dit Cyril Drouin, donc le directeur e-commerce de Publicis en Chine, si on n'a pas de KOL, on ne va pas vendre. Donc c'est vraiment incontournable de collaborer avec les KOL pour faire connaître son produit et atteindre les communautés. Et voilà, la démocratisation des contenus, ça se fait aussi par l'arrivée du contenu à un doigt. En fait, il suffit maintenant de cliquer sur sa télécommande, donc qui a été ici présentée par LG donc, au CES, pour directement arriver sur Netflix, sur Disney+, sur Amazon Prime. Donc ça permet d'avoir le contenu à un clic.
Merci beaucoup Claire, je vais te reprendre la télécommande. Alors on va essayer de voir cette dernière partie dans le temps qui nous reste, c'est-à-dire assez peu de temps. Mais en tout cas, on va reprendre les grands éléments un peu clés. Bon, effectivement, Covid-19, le signe noir, inattendu, subi aussi beaucoup par l'ensemble du marché, par l'ensemble du secteur, avec effectivement des consommateurs qui sont complètement bouleversés dans leur usage, des tendances de fond vraiment qui se transforment complètement, qui s'inversent parfois même, sauf un sujet qui reste quand même très central, qui est vraiment la digitalisation de l'ensemble des secteurs, de l'ensemble des services. Et dans ce contexte, il y a aussi effectivement de belles licornes, de belles entreprises, tout un écosystème de startups B2B qui s'est mis en place et qui continue de se développer, et des licornes effectivement qui sont en train vraiment d'exploser sur tous les sujets retail tech. Alors, première tendance, effectivement, du e-commerce, avoir accès finalement au e-commerce partout. Et là, le sujet, c'est comment finalement la marque se positionne. Est-ce qu'elle veut pouvoir délivrer rapidement, peut-être moins rapidement, mais avec une meilleure expérience client ou plus personnalisée. Donc, l'enjeu, effectivement, pour les retailers aujourd'hui, c'est de pouvoir se positionner par rapport au marché et par rapport à des gros acteurs de la tech qui, eux, en fait, font monter les standards de l'expérience, avec un Amazon qui continue à investir, à mettre en place des partenariats avec des marques, avoir une logistique extrêmement flexible, extrêmement agile, qui va d'ailleurs sur le point de vente. Facebook, effectivement, qui continue et qui a mis en place justement la section shop pour vraiment soutenir les PME, les entreprises dans ce contexte, mais qui va du coup vraiment en faire une vraie ligne de business. Et puis effectivement Google qui se développe sur la recherche retail, qui accélère, effectivement on a une accélération de l'engagement, puisque par exemple il y a la mise à disposition du live chat d'H&M directement sur Google Maps. Et puis aussi ce sont des entreprises, ce sont des techs qui investissent dans le marché, qui investissent dans des startups pour développer le retail. Donc Facebook Shop, on en a déjà un petit peu parlé, effectivement, qui permet en fait aux entreprises de mettre en avant leurs produits. Instagram, pareil, qui met en place une vitrine commerciale avec une sélection de produits. YouTube qui continue à investir massivement et notamment qui propose des formats publicitaires de plus en plus innovants, et on l'a vu tout à l'heure avec le format vidéo où on voit un lien direct finalement sur les ventes. Et puis bon, ça effectivement le marché du e-commerce qui est dominé par les marketplaces, et notamment par 6 grands acteurs dont les 3/4 ou presque sont des acteurs asiatiques. Ça effectivement un sujet important, les marketplaces, même sur les sites e-commerce, même à Amazon, on voit effectivement que le business est drivé par la partie marketplace, qui leur permet vraiment de créer tout un écosystème avec eux. En Europe, bien sûr, ils sont extrêmement présents. On voit bien qu'en Asie, il y a une forte dominance des acteurs asiatiques, mais Amazon a vraiment su sortir des États-Unis et conquérir l'Europe et notamment la France. On en a eu beaucoup de débats d'actualité ces dernières semaines. Et Alibaba aussi, effectivement, de plus en plus présent sur le e-commerce français. Shopify qu'on suit aussi déjà depuis quelques années, qui grandit et qui s'ouvre à l'international. Donc on a vraiment des acteurs en pleine croissance. Instacart qui domine le marché du e-commerce alimentaire aux États-Unis. Et puis effectivement des retardataires qui n'arrivent pas finalement à intégrer les standards qui sont de plus en plus importants, de plus en plus hauts. Donc là on a par exemple le cas d'IKEA. Et puis effectivement après Alibaba en Chine, le luxe obligé de signer avec Amazon. Donc à suivre. Lancement de pop-up store virtuels pendant le Covid. Donc à défaut de pouvoir d'avoir un magasin physique, recréer finalement l'interaction et l'engagement en ligne par les marques. C'est vrai qu'au Web Institute, on a fait ce gros travail d'identification sur les différentes typologies de e-commerce que je vous invite à regarder, qui seront notamment présentées au Web des Retail le 2 et 3 février prochain. Avec effectivement en plus différentes parties et différents focus sur les tendances structurantes du e-commerce. L'intelligence artificielle, bien sûr, vient dans ce secteur du retail, que ce soit sur le merchandising des produits, le management des stocks, la technologie en magasin, la digitalisation du point de vente, le marketing omnicanal, puisque c'est vrai qu'on est sur une approche 360 et assurer finalement la continuité de l'expérience client, anticiper les besoins des consommateurs justement grâce à l'intelligence artificielle et grâce à la data, identifier aussi les tendances de mode, pouvoir faire remonter finalement, donc ça c'est Euritech, remonter
remonter ces informations auprès de la marque et pour pouvoir justement adapter les looks. Dash Smart qui donc fait passer en fait qui peut passer des commandes pour vous en fonction de ce qui est détecté, de ce qu'il y a dans votre frigo ou dans votre placard ou pas. Et puis effectivement le B2C, le B2B et demain en fait finalement quelle est la place de l'algorithme, à quel moment finalement l'algorithme est tout aussi important et prend autant de place que le consommateur final. On parlera justement de ces sujets-là sur le update Data et AI for Business qui aura lieu le 13 et 14 avril prochain. Et je crois que c'est à toi. Alors, une des grandes tendances dans le retail avec le coronavirus, ça a été bien sûr de faire du low-touch retail, donc pour garantir la sécurité et éviter les contaminations. Donc, les robots en ont bien profité et sont devenus de plus en plus courants dans nos quotidiens, donc que ce soit dans les supermarchés avec les caddies ou dans les restaurants pour nous livrer ou pour préparer les commandes. Et le retail, du coup, devient sur rendez-vous pour éviter les foules. Donc, on peut réserver un créneau horaire pour pouvoir faire ses courses en toute sérénité, en évitant de croiser plus de monde. Il y a notamment des créneaux horaires qui ont été dédiés aux seniors et au personnel soignant qui sont un petit peu plus à risque. Et l'itinéraire d'un parcours client sans contact, c'est possible. Donc, de la découverte en virtuel avec le smartphone, de la démonstration en vidéo, de la commande ou de l'achat sur des écrans hologrammes, donc pour éviter d'avoir à toucher des surfaces. Le paiement avec les QR codes. Donc, par exemple, PayPal vient de s'allier avec Intermarché pour commencer à proposer le paiement par QR code en France. Donc, il y a 2 magasins en Ile-de-France qui le proposent pour le moment. Et la livraison, donc voilà, je vous disais, les robots dans les restaurants. Donc, on a le robot Servi qui permet de livrer les plats aux tables dans les restaurants directement. Et en après-vente, du coup, des services, d'aller, par exemple, récupérer votre véhicule chez vous pour le contrôle annuel et ensuite le ramener chez vous directement sans que vous ayez besoin de vous déplacer et d'interagir. Alors effectivement, les sujets de logistique et de supply chain, alors c'est vrai que ce sont des métiers qui étaient jusqu'à présent cachés, méconnus et dont on voit aujourd'hui finalement l'importance, que ce soit dans le e-commerce ou typiquement dans le secteur sanitaire également. Donc finalement la supply chain retrouve sa dorure et revient sur le devant de la scène pour vraiment contribuer finalement à cette explosion du e-commerce avec à la fois des problématiques purement de logistique, de livraison, mais aussi de hardware. Et finalement, comment est-ce qu'on va équiper l'ensemble de la chaîne de valeur de la logistique avec de moins en moins d'entrepôts qui sont disponibles. Et là, c'est effectivement le cas aux États-Unis. Et puis donc l'émergence de dark shop, notamment pendant cette période, puisque les magasins étant fermés, le point de vente devenait finalement principalement un entrepôt et un point finalement pour le e-commerce. Le secteur du transport, bien entendu, lui aussi, continue d'innover avec, on va dire, 3 grandes catégories. Le long courrier, le courrier finalement, le transport en milieu urbain et bien entendu le sujet du dernier kilomètre qui est toujours un sujet qui est extrêmement présent au CES. Le e-commerce alimentaire qui pose la question effectivement de la chaîne du froid. Donc pouvoir finalement s'entourer de startups qui vont permettre d'assurer la continuité de la chaîne du froid de bout en bout et on le voit encore plus sur les sujets d'actualité notamment sanitaire, et puis des casiers de livraison avec 3 températures aussi qui vont intégrer cette logique-là pour pouvoir vraiment proposer une expérience complète. On se donne rendez-vous au Hub Day Retail et e-commerce le 2 et 3 février pour traiter justement de ces problématiques à la fois de marketing, d'expérience client, mais aussi de supply chain et bien sûr d'IT pour pouvoir des infrastructures pour pouvoir soutenir l'ensemble de cette chaîne. Et on continue du coup en parlant maintenant de la livraison. Donc le delivery, c'est quand même un élément très très important, surtout pendant le confinement, il y a eu vraiment un boost des livraisons alimentaires, donc avec un vrai focus sur la rapidité de la livraison. Donc on voit la livraison qui peut se faire en 15 minutes, en 10 minutes, et donc il y a vraiment un focus sur le fait de pouvoir livrer rapidement. C'est un élément concurrentiel qui est extrêmement important, notamment du fait de la standardisation de la livraison rapide par les géants. Donc on voit que Amazon, Walmart, Instacart proposent en fait une livraison en 1 heure. Donc ça devient le nouveau standard à suivre pour des livraisons à échelle nationale, par exemple. La livraison, ça devient vraiment un avantage proposé par les marques dans le cadre de la commande en ligne, donc avec différents formats. Donc, par exemple, Walmart propose dans son abonnement qui vient concurrencer Amazon Prime une livraison gratuite illimitée.
Il y a aussi des services de pick-up qui sont proposés donc par My Walgreens, et Claire's, la marque d'accessoires et de bijoux, propose une livraison gratuite limitée. Donc en fait, dans le cadre du programme de fidélité, ce sont 2 livraisons gratuites qui sont offertes par an. Alors on a vu avec Perle du coup les dark shops, on a aussi les cuisines virtuelles. Donc du coup c'est des cuisines qui ne sont que dédiées qu'à l'e-commerce, donc pas de clients qui viennent dans ces restaurants. Parfois même le restaurant n'existe pas en soi, il est en fait relié à d'autres restaurants qui ont leur propre menu physique et proposent des plats également en parallèle, en virtuel, pour les clients e-commerce en delivery. Le delivery du coup alimentaire, ça a été aussi cette année beaucoup de kits de repas ou de plats préparés qui ont été livrés. Donc on a tous entendu parler de HelloFresh, donc les repas qu'on choisit en fait les recettes qu'on a envie de faire cette semaine et la box arrive avec tous les ingrédients, tout est bien déjà mesuré, tout est prêt pour qu'on puisse avoir une bonne expérience de cuisine et ensuite des repas équilibrés. Alors Amazon domine vraiment la livraison de paquets aux États-Unis, donc on voit que juste après le système du coup postal public, Amazon est vraiment là, avec plus d'un tiers du marché, et autant que, même plus en fait, que FedEx et UPS du coup combinés. Et en 2030, si on voit le futur de la livraison, ce seront les drones qui vont nous livrer. Donc plus de 35% en 2030 de livraison retail assurée par les drones. Et notamment Amazon qui développe Primeair avec une livraison possible en 30 minutes. Donc on attend toujours le lancement des opérations. C'était annoncé pour la fin 2019, mais c'est toujours pas fait. Mais ils viennent en tout cas d'être certifiés par la FFA. Donc on pense que ça va sûrement bientôt venir. Et on a vu au CES du coup les drones de livraison de Verizon, donc qui travaille sur la 5G, donc qui s'est allié avec UPS pour proposer des livraisons par drone, notamment dans les zones rurales pour les personnes à risque. Le transport aérien, donc avec les drones autonomes, donc va devenir de plus en plus accessible et possible. Donc au niveau sécuritaire, les batteries maintenant des drones sont capables d'avoir une distance, une autonomie suffisante pour garantir la sécurité sur ce genre de trajet, et un coût qui diminue de plus en plus. Donc on voit qu'une livraison par drone, si avant elle coûtait presque 8 $ en étant piloté à distance, en étant autonome, ça va être un coût qui va être beaucoup plus réduit. De même pour les véhicules autonomes, donc par exemple les ambulances, qui vont permettre de vraiment faire baisser le prix d'un transport. Et donc dans les drones qu'on a pu voir au CES, on avait aussi Merck et Volancy qui livrent des médicaments en zone rurale, donc grâce à des drones. Et Perle, du coup, je te laisse continuer sur le paiement. Et effectivement, je vais conclure sur la partie paiement, puisque le paiement en ligne est en pleine croissance, forcément directement lié à l'explosion du e-commerce. En 2019, le volume de paiement digital a atteint 4,1 milliards de dollars autour du monde. Les objets intelligents et le boom de l'industrie du e-commerce, bien sûr, sont à l'origine de cette croissance. C'est vrai que Singapour fait partie des leaders sur le sujet. Les moyens de paiement se multiplient. Effectivement, maintenant, quand on veut acheter sur Internet, on a plusieurs possibilités de paiement en ligne. Des paiements qui sont proposés, qui sont étalés dans le temps. Et donc, effectivement, il y a de plus en plus de plateformes qui se positionnent, de startups qui se positionnent sur le paiement étalé, qu'elles soient d'ailleurs donc américaines ou françaises. Et là, typiquement, on a le cas d'une startup française qui travaille déjà avec Decathlon ou ManoMano. Le paiement mobile qui se développe au travers de plusieurs technologies, donc on le voit apparaître dans les apps de messagerie, on les voit apparaître justement sur tout ce qui est commande vocale, le peer-to-peer bien sûr, tout ce qui est reconnaissance aussi faciale dans le hardware ou directement dans le magasin, toutes les problématiques aussi de blockchain et de biométrie. En Chine, effectivement, donc les paiements mobiles en Chine sont 2,5 fois son PNB, puisque la Chine est un contexte un peu particulier, puisqu'ils sont passés effectivement directement de la liquidité au paiement par mobile. Ils connaissent assez peu finalement la carte bancaire, et des plateformes comme WeChat ont dès le début en fait intégré la notion de paiement. Les portefeuilles digitaux, alors les digital wallets, effectivement, opportunité à saisir. De plus en plus, petit à petit, on prend des habitudes de paiement en ligne, et donc les portefeuilles digitaux vont pouvoir vraiment marquer une forte croissance. Ça aura mis un peu de temps, mais on y arrive. Et puis bien sûr le Bitcoin qui vraiment est en train d'exploser, avec une multiplication et finalement une complexité du marché associé au Bitcoin, mais qui reste un élément à suivre, que ça soit en B2C ou en B2B. Voilà, on se
se donne rendez-vous justement dans ce rapport pour pouvoir aller plus loin, pour que vous puissiez retrouver les éléments, les différentes innovations, les différentes tendances. Il y en a effectivement tout au long de l'année. Les membres y ont accès de manière pleine en téléchargement et en version source. Cette deuxième journée se termine. Merci en tout cas à vous tous. Merci à toute l'équipe et donc à la régie, Arnaud, à son équipe et donc à Hub Income. Et on se retrouve demain à 14h. On se retrouve demain après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir.